Mardi 20 août, Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité ce soir, pas surpris mais très satisfait. Le patronat espère désormais plus de concertation avec le nouveau ministre de l'économie et attend des propositions précises sur les futurs chantiers comme la réforme fiscale ou les PPN, des chantiers sur lesquels l'opposition à l'Assemblée de la Polynésie sera attentive. On en parle avec Edouard Fritsch, le président du Tapurahuir Atira et l'invité de cette édition. Le maire de Pirée, qui organise la première édition des Francopholies de Tahiti, à ce rendez-vous de la chanson francophone accueille 6 artistes français et locaux. Et puis nous irons à la rencontre de 2 étudiants, les premiers polynésiens à briguer une licence en management opérationnel de la sécurité. Enfin, cap sur Hilo à Hawaï, où les rameurs de Bora Bora sont de grands pourvoyeurs de médailles. Ils atteignent les finales dans la catégorie élite en V6. Mais avant de développer ces titres, une forte houle supérieure à 3 mètres s'abat sur les Tuamotu. À Rongiroa, les habitations situées en bord de mer ne sont pas épargnées à l'image de cette pension de famille. La mer déchaînée a causé quelques dégâts matériels, un phénomène habituel pour les habitants mais toujours aussi surprenant. On écoute Taura Massen au micro de Teama Kamia. Hier, c'est l'accès au ponton qui s'est cassé. Et bon, on avait peur que tout l'ensemble du ponton soit cassé. Bon, il y a quelques petits dégâts aussi sur le ponton. Pour l'accès au ponton, la passerelle, je pense qu'il va falloir trouver une solution pour pallier à ce problème. Parce que chaque année, on a toujours des petits dégâts. Bon, là, cette fois-ci, c'est vraiment fort. Le ponton, l'accès a carrément cassé, quoi. Une interview réalisée par Matua Hawata. Et selon les prévisions météorologiques, la forte houle va s'amortir dans la nuit de samedi à dimanche. De fortes rafales de vent atteignant les 70 km/h sont également annoncées au Gambier demain et jeudi. Nous vous l'annoncions hier soir, les grévistes des sociétés de sûreté et de l'aéroport de Tahiti ont repris du service ce mardi. Les protocoles d'accord ont été signés hier soir. Après 21 jours de grève pour les premiers, 29 pour les seconds. À ADT, les rapports conflictuels avec la DRH seront résolus par la venue d'un prestataire d'ici l'année prochaine. Il devra mettre en place un nouvel organe qui sera consacré à l'organisation technique pour décharger la directrice des ressources humaines de certaines de ses attributions. En ce qui concerne les sociétés de sûreté, le 13e mois est acquis et sera inscrit dans la convention collective. En échange, les salariés ont consenti à un nouveau calcul de l'ancienneté et à revoir leurs avantages sur les jours de carence. C'est un ouf de soulagement. Les organisations patronales de la Polynésie ne cachent pas leur satisfaction quant au remplacement du ministre du Budget, de l'Économie et des Finances. Selon eux, Tevaiti Pomare ne laissait aucun espace à la concertation et au dialogue. Le monde économique espère désormais être impliqué dans les futures décisions. Lucille Guichet-Sandroli. Il récupère le portefeuille de l'économie et des finances officiellement à compter d'aujourd'hui. Warren Dexter est déjà bien connu du monde économique, mais désormais, il devra trancher. Car si la feuille de route reste la même, la méthode devait changer. On avait déjà dit qu'il n'y avait plus de concertation avec les entreprises. Donc on n'est pas surpris par ce changement de ministre. Voilà, il n'y avait plus de lien avec le ministre de l'économie et les entreprises en général. Après s'être senti pointer du doigt ces 15 derniers mois, les organisations patronales se réjouissent unanimement. Elles attendent des avancées sur la fiscalité et la PSG, mais pas seulement. Les problèmes sont toujours là. Nous attendons aujourd'hui que soient débloqués au niveau de la DGAE les travaux sur la TDL. Nous demandons également plus de concertation concernant les PPN. Et puis surtout qu'une fiscalité 2025 nous soit communiquée, parce qu'aujourd'hui, par défaut et par manque de visibilité, les entreprises qui sont en train de boucler leur budget risquent de réduire leurs investissements en 2025. Baptême du feu ce jeudi à l'Assemblée pour le nouveau ministre face à l'opposition lors de la première session extraordinaire. Une session durant laquelle des mesures fiscales doivent être proposées. On en parle avec vous, Edouard Fritsch, Yarana. Yarana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors d'abord, est-ce que vous l'attendiez, vous aussi, ce changement ? Ça fait un moment, ça fait un moment qu'on attend, puisque effectivement, il faut le dire, ça fait 6 mois que l'on tergiverse avec une loi fiscale qui a été doublement retoquée par le Conseil d'État. Il y avait effectivement un problème. Mais enfin, c'est quand même
c'est quand même extraordinaire ce qui se passe parce que effectivement j'ai suivi le président hier soir qui justifiait l'éviction de Tewaiti Pomoré par les acteurs locaux qui depuis un certain temps nous disent que ça ne fonctionne pas. Je trouve qu'il a mis beaucoup de temps pour écouter ce que ont voulu lui dire les acteurs sociaux. C'était beaucoup trop tard. Oui, c'est un peu tard parce que vous voyez là, par exemple, nous allons entrer dans la période budgétaire. On va dès le mois de septembre là, qui vient, on va ouvrir la session budgétaire de l'Assemblée. On attend que va dire le président sur les orientations budgétaires de l'année prochaine. Mais surtout, que va faire le ministre de l'économie? Alors maintenant, le ministre de l'économie qui a été nommé, bon, c'est vrai que c'est un bon technicien. Bon, j'espère pour lui en tous les cas que ça va marcher, que ça va matcher. Avec sa majorité et avec les acteurs sociaux, j'aimais le vœu que ça fonctionne parce qu'en fin de compte, c'est le pays qui en pâtit si à chaque fois on recommence ce genre d'exercice. Il y a eu la vice-présidente qui a été déchargée. Aujourd'hui, c'est le ministre des Finances, c'est pas rien. J'espère que demain, cette hémorragie va s'arrêter parce qu'on entend dire beaucoup de choses derrière. Il a expliqué aussi qu'il n'y avait pas de candidat potentiel, en tout cas, qui souhaitait accéder à ce poste où les noms qui lui ont été proposés n'étaient pas C'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le président. Enfin, il a voulu être président de notre pays. Donc, c'est le président qui nomme les ministres et c'est le président qui dénomme les ministres. Lorsqu'on veut débarquer un ministre, on débarque. Et puis on fait pas ça sur Internet. On va pas appeler les candidatures. C'est la responsabilité du président, c'est de regarder le bon profil. Aujourd'hui, manifestement, dans ce gouvernement, il y a un vrai problème de profil. Jeudi, de nouvelles mesures fiscales doivent être proposées. Selon vous, quelle est l'urgence ? Vous savez, ils ont rapidement fait sauter les 1% que nous avions mis en place pour venir soutenir la PSG. Rappelez-vous de ces 1% qui effectivement ont fait beaucoup de discussions pour rien parce que aujourd'hui ils sont très embêtés. Il va falloir y revenir. Vous allez voir que dans les mois à venir, on va nous reproposer autre chose qui ne s'appellera pas la CPS, mais qui s'appellera autrement. Mais cette taxe va nous revenir sur la figure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on attend depuis un certain temps. Ça fait quand même 15 mois que ce gouvernement est au pouvoir, qui annonce, et qu'on ne voit rien venir. Alors, ce qui est surprenant, c'est que le président insiste sur le fait que l'ancienne majorité n'a rien fait. En fait, on a l'impression que s'il ne fait rien aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons rien fait à notre époque. Mais ce qu'il oublie, c'est que nous avions mis en place cette histoire d'inflation de prix qui ont flambé, date de la Covid. Avant la Covid, il n'y a pas eu ce problème dans ce pays. C'est la Covid qui a provoqué cela et la guerre en Ukraine. Mais nous avons mis en place un bouclier contre l'inflation avec des mesures qui ont été prises. Nous avons détaxé certains produits, nous avons baissé la TVA sur certains produits, élargi la liste des PPN. Il ne peut pas dire, sinon c'est un mensonge que de dire aujourd'hui que les autres n'ont rien fait. Au contraire, il a les recettes. Nous l'avons utilisé ces derniers temps. Mais qu'il utilise les mêmes recettes, il va voir que c'est efficace. Une question plus politique maintenant, votre plateforme autonomiste existe-t-elle toujours? On sent les discussions aujourd'hui. Oui, elle existe toujours. Bon, bien sûr qu'elle prend beaucoup d'importance lorsqu'on est en période électorale, mais bien sûr qu'on se voit, on discute entre nous. Bon, on laisse un petit peu les états-majors parce qu'il faut préparer les prochaines échéances électorales, ce sont les communales. Moi, à Pirège, avec mes amis de AHIP et tout ça, nous avons mis en place une stratégie. Je vais les prendre avec moi sur ma liste à Pirège. Et puis voilà, on va aller ensemble. En parlant de Gaston Floss, par exemple, de Tevarovic. On fera la visite, bien sûr, des différentes communes, puisque tout cela, vous avez bien compris, dépend des leaders. Il faut que les leaders acceptent le principe qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus être tout seuls. Il faut accepter le principe que si on ne partage pas le pouvoir, on le perd, ce pouvoir. Si on va tout seul et si on va diviser, on perd les élections. Donc voilà, ou vous perdez tout, ou vous gagnez un petit peu, mais vous êtes dans l'action politique. Il y aura des concessions à faire. Merci Edouard Fritsch. On vous retrouve dans quelques instants, puisque la ville que vous dirigez accueille cette année la première édition des Francopholies de Polynésie. C'est une première. Après 35 ans d'existence, les Francopholies de La Rochelle seront organisées au Fénois. L'événement est reconnu au niveau national et international pour son savoir-faire et son engagement dans la défense de la langue française, de la création artistique et musicale. On voit cela avec Caroline Fary et Mirko Bonfo.
De La Rochelle à Tahiti, le label Francophonie s'exporte. Luxembourg, Canada, Bulgarie, Belgique, La Réunion et Nouméa ont déjà fait leur festival. Pour sa première en Polynésie, l'événement réunira 6 artistes. Peps, Skip the Use et Raphaël, issus de la scène française, mais aussi Jason Mist de Nouméa et des artistes locaux, Kailoa et Sisaswe. C'était important pour nous que les musiciens de Tahiti soient représentés sur le plateau des Francopholies parce qu'il y a un grand rôle d'échange, je pense, à avoir au niveau des différents sites de francophonie. Et on a fait venir aussi un artiste de Nouméa parce que justement, comme Nouméa ne s'est pas fait, ça nous tenait à cœur de pouvoir rendre un petit peu hommage à Nouméa et de parler de Nouméa avec ce qui se passe malheureusement là-bas. À l'instar des éditions de La Rochelle, les Francopholies de Tahiti doivent s'organiser dans un cadre avec une architecture reconnaissable en toile de fond. Le site de la mairie de Pirée s'avère idéal. Sauf pour les artistes qui passeront par le parking et qui arriveront directement par en dessous. Nous sommes choisis à cause des lieux, bien sûr, du bâtiment, puisque les Francopholies s'organisent autour d'un coin mythique, d'un coin qui a une particularité bien précise. Et aujourd'hui, c'est la mairie de Pirée, effectivement, qui a été choisie. Un feu d'artifice et de nombreuses animations devraient enrichir ce rendez-vous festif et populaire, destiné à être pérennisé. On a déjà signé pour 3 ans l'événement et le but du jeu est de pouvoir bien le développer et l'agrandir d'année en année. À travers les Francopholies, la musique, outil de lien social précieux, prendra toute sa dimension. La première édition pourra accueillir 3500 spectateurs. Édouard Fritsch, 3500 spectateurs sont attendus pour cet événement. Aujourd'hui, comment la ville s'organise pour pouvoir accueillir ce monde en termes de sécurité notamment et de fluidité de la circulation? Alors bien sûr que dans cette affaire, vous avez bien compris que M. Arnaud, qu'on vient de voir, qui a été interviewé, est celui qui a bénéficié de cet agrément, je dirais, de la francophonie. Puis est venu le choix du site, un site emblématique, et c'est celui de la commune de Pirée. Donc nous sommes partenaires avec M. Arnaud, qui, lui, travaille avec les Francopholies. Donc nous allons mettre à disposition le site, nous allons effectivement nous prêter main forte pour tout ce qui est organisationnel sur place, tout ce qui est logistique, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est contrôle. Nous allons, la commune de Pirée va bien sûr mettre la main à la poche, nous allons aussi participer et en échange de quoi, et comme il vient de le dire, ce qui est intéressant c'est pour nos vedettes à nous, c'est pour notre culture, c'est pour notre musique, c'est pour nos chanteurs, c'est un moyen de rentrer dans la francophonie et de se faire connaître au travers du monde. Donc, ce qu'il faut, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage que nous demandons, c'est que les jeunes puissent participer, puissent venir jouir de ces moments où on va avoir des vedettes effectivement qu'ils connaissent bien et qui vont venir et à moindre prix parce que c'est pas gratuit tout ça. Il faut payer une entrée et puis bien sûr c'est les négociations qu'il y a en cours parce que j'essaie d'obtenir effectivement un prix beaucoup plus intéressant pour les jeunes Polynésiens. Et pour les quartiers sociaux, peut-être aussi? Alors, les quartiers sociaux, c'est pire que ça, c'est gratuit. Je négocie actuellement la gratuité pour mes cas sociaux. L'annonce est faite. Merci beaucoup, Édouard Fritsch, d'avoir été avec nous ce soir. Le concert aura lieu le 21 septembre prochain. Et sachez qu'un service de navette gratuit avec différents parkings sera mis en place. Chef de site nucléaire, chef d'équipe en télésurveillance, superviseur aéroportuaire ou professeur, ce sont les débouchés du cursus universitaire en management opérationnel de la sécurité. Après avoir décroché leur BTS, 2 élèves de la première cohorte ont décidé de poursuivre leurs études en France hexagonale à la promesse d'un avenir radieux, d'autant que ces profils sont très recherchés en Polynésie. Nicolas Suire et Jérôme Lee les ont rencontrés avant leur départ. Regardez. Une rencontre entre les étudiants de BTS Management Opérationnel et Sécurité et les tout nouveaux diplômés afin d'ouvrir les esprits sur les possibilités d'études supérieures. 2 étudiants de la promotion précédente tentent de décrocher un DUT avec les encouragements de leurs professeurs. Eux, au départ, ils avaient quelques difficultés, ils ne prenaient pas la parole devant la classe et ils ont relevé tous les défis. Ce qui est vraiment impressionnant sur ces jeunes, c'est qu'au fil de la formation, ils se sont épanouis et chaque fois qu'on leur demandait quelque chose, ils se sont accrochés et ils ont relevé absolument tous les défis, mais vraiment de façon magistrale. Je voulais devenir douanier, voilà, mais avec tous ces diplômes, ça m'a permis en fait de me donner une certaine base
pour peut-être passer dans quelques années ce concours. Kay Polanyi voudrait enseigner les matières liées à son cursus. Elle souhaite aller jusqu'au master. J'aime beaucoup en fait l'échange qu'il y a avec les élèves, pouvoir leur apporter aussi de mon savoir et pouvoir aider aussi des enfants à avancer dans leur projet professionnel et peut-être arriver à pouvoir revenir aussi en Polynésie et trouver un travail. Les professeurs les poussent parce qu'ils connaissent le besoin sur le territoire. Il y a de l'opportunité encore en Polynésie justement de faire monter en compétences. Il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être pourvus justement avec des Bac plus 3, Bac plus 5 en sécurité. Et notamment pour ce BUT où ils partent, justement, ils vont pouvoir revenir en tant que chargé de sécurité, responsable de prévention. Ils sont les premiers de ce cursus à suivre les études aussi loin. Alors, leur établissement imagine des accords avec l'Université du Havre. Il y a un établissement qui semble très ouvert à l'outre-mer. On va en profiter, c'est peut-être une passerelle. Donc pourquoi pas créer finalement un partenariat. Kay Polanyi et Tamatoa partent ce soir pour une année d'études loin des leurs. Objectif, acquérir plus de connaissances pour mieux faire face au monde du travail. À Nukuhiva aux Marquises, les nouveaux rythmes scolaires imposent du changement à l'école patois. Plus de cours traditionnels, mais des activités pédagogiques, éducatives et culturelles dispensées par les enseignants. Au programme les après-midi, donc, randonnée dans le village, danse, confection d'un herbier bilingue français-marquisien, jeux de société, théâtre, peinture d'une fresque ou encore chorale. La coordinatrice de la chorale l'assure, ces animations créent du lien. Elle l'a dit à Marie Curva. Ça permet de souder des liens culturels entre les camarades. C'est en plus pour la socialisation des enfants et de se nouer des liens entre eux. Et oui, je conseille, mon élève est inscrit à l'APEC de manière permanente. Après un long temps d'attente, de débat et de concertation, le Conseil scientifique et culturel pour le centre Tepu Mahara est installé. Ce centre de mémoire des essais nucléaires dans le Pacifique est un outil qui permettra de transmettre l'histoire et les mémoires. Ce travail, initié par le précédent gouvernement en 2017, sera mené par une nouvelle gouvernance. Dans ce groupe de travail, 23 rédacteurs et 5 modérateurs, des personnalités qualifiées dans les domaines académiques, culturels ou éducatifs, comme Tamatoa Bombridge, Myriam Bono, Hinano Murphy, Marie-Valeux, Chantal Spitz ou Bruno Sora, pour ne citer que. Le président du pays est interrogé par Gilles Tautou et Jérôme Lee. Aujourd'hui, on ne peut pas, à mon avis, concevoir ce Pumahara, ce centre de mémoire ou d'interprétation, réellement comme un musée. C'est un endroit où on doit pouvoir disposer de l'information, si possible. Je dis bien si possible parce que c'est toujours difficile de faire abstraction, si possible non biaisée, et que chacun puisse ensuite se faire sa propre opinion. L'objectif, c'est pas de faire un centre à charge ou à décharge, c'est de faire un centre où on présente la mémoire, les mémoires dans leur intégralité, pour que chacun puisse ensuite se faire son opinion. Enfin, direction Hilo. Les jeunes de Bora Bora réalisent de très belles performances en équipe avec les rameurs d'EDT. Une satisfaction pour le président du club. Le reportage à Hawaï de Yohan Buit. Il est 5h30 du matin. Les rameurs cadets et juniors de Bora Bora sont déjà réveillés et quittent leur logement qui se situe à une demi-heure du site de compétition. L'objectif de la matinée, le perfectionnement des virages pour les courses V6 sur une distance de 1000 mètres. Le président du district de VAR de Bora Bora ne peut qu'être fier du parcours de ses protégés sélectionnés en élite et qui ont gagné plusieurs médailles d'or. Ces championnats du monde sont l'aboutissement de tous les sacrifices et les levées de fonds nécessaires pour se déplacer à Hilo. Il y a quand même des parents qui ont voulu nous joindre dans cette délégation pour voir leurs enfants ramer. Et surtout, c'est un championnat du monde. Et voir les enfants monter sur le podium avec la médaille d'or, ça fait. Donc, on est 41 personnes et ça a coûté pour nous 8 millions et plus de 8 millions pour venir parce que ça coûte cher, les billets d'avion, donc les logements, donc les voitures. On est obligé de louer 3 voitures parce qu'on a 2 délégués en formation à faire en Yémen, donc on est loin. Il y a tout, les bus, il y a tout. Cet entraînement spécifique est d'une grande importance. Un mauvais virage peut leur coûter le Graal.
Les jeunes de Bora Bora sont prêts pour relever leurs défis face aux grands clubs de Nouvelle-Zélande, du Brésil et de Hawaï. Oui, c'est un dernier réglage pour nous. Bon, comme on sait tous, les tournois, c'est ce qui nous fait peiner un peu dans l'esprit. Parce que bon, question vitesse de pointe, ça va, on y est. Mais après, pour les tournois, on a eu de la chance de pouvoir venir ce matin avant les séries de cet après-midi, de pouvoir venir tourner un petit peu. Et après, voilà, on n'est jamais acquis. Même quand on connaît un peu les virages, en fait, on a toujours un peu d'hésitation. Mais ça devrait aller, on est là pour ça. Et les jeunes sont pas forts, c'est ça. Les finales V6 sur 1000 mètres pour Tahiti se dérouleront à partir de jeudi, tandis que les finales V6 sur 500 mètres vendredi. Ce sera aussi le dernier jour de compétition. C'est la fin de cette édition. Prudence et vigilance pour les habitants des Tuamotu-Gambier. Une forte houle de plus de 3 mètres s'abat actuellement sur l'archipel, causant quelques dégâts matériels. Selon les prévisions météorologiques, la forte houle va s'amortir dans la nuit de samedi à dimanche. De fortes rafales de vent atteignant les 70 km/h sont annoncées au Gambier, en revanche, demain et jeudi. Et demain, à la une de Tahiti Info, Tahiti Info fait sa une sur les 50 ans du Beachcomber. Sur vos écrans ce mardi soir, un film, L'Impasse, puis une série franco-germano-belge, Sophie Cross. Merci d'avoir été au rendez-vous. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet